Un récent article du New York Times a fait beaucoup de bruit dans le monde. Cet article, suite à une enquête que les auteurs disent avoir été très approfondie, présente les faits sur la question de la dette que Haïti a dû payer à la France et par la suite la construction de la Banque de la République d'Haïti et comment la France a agi à travers le crédit industriel et commercial a, d'après les auteurs de l'article, mal agi d'ailleurs vis-à-vis de la Banque de la République d'Haïti. Première version. Comme d'habitude, pour en parler, nous avons avec nous ce soir notre ami William Savary, et je précise d'ailleurs qu'un certain nombre de nos fidèles téléspectateurs nous ont demandé de dire un mot de cet article. On ne pouvait pas ne pas le faire, évidemment, vu le sujet et vu les thèmes que nous abordons en général. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bien. Alors, c'est un sujet extrêmement délicat. C'est un sujet très délicat. Rappelons que historiquement, Haïti est le seul pays, ancienne colonie, à avoir dû acheter son indépendance après l'avoir gagnée. Que je sache, les Américains n'ont pas payé d'indemnité à l'Angleterre, pas plus que le Brésil n'a payé d'indemnité au Portugal. Bon, disons qu'il y a des points de l'histoire où les perdants ont été indemnisés. Par exemple, l'Afrique du Sud, par exemple, ou en Namibie, dans les temps modernes. Donc, il y a eu les anciens colons ont été indemnisés. Maintenant, en général, j'aborde la question de l'indemnité différemment, comme d'habitude. C'est ce qui fait notre originalité. Oui. Maintenant, les gens en général se focalisent sur le sous-développement de la République d'Haïti aujourd'hui pour essayer de retrouver l'explication, enfin, une des explications dans le fait que Haïti a eu à payer l'indemnité. C'est même l'essentiel de tous les argumentaires. De cet article, d'ailleurs, qui vraiment tend à vouloir démontrer que si Haïti est dans l'état de sous-développement, c'est à cause du problème de l'indemnité. Maintenant, le New York Times n'est pas le seul véhicule qui a fait ce point. Il y a, à travers l'histoire d'Haïti, et à travers l'histoire d'Haïti, et aussi dans les temps modernes, les gens qui écrivent sur la République d'Haïti vous disent que c'est à cause de l'indemnité que nous sommes où nous sommes. Maintenant, je veux donner une autre lecture, comme nous le faisons souvent. Les gens doivent se rendre compte, avant 1791, avant la cérémonie du Ouacaïman. Avant le début de la révolution proprement dite. C'est ça. L'exportation de la République d'Haïti a avoisiné entre 233 millions de dollars. Ce qui fait... Les exportations haïtiennes s'élevaient à environ 230 milliards. Milliards. Milliards, merci Serge. Maintenant, lorsque vous arrivez au niveau de l'indemnité. Après l'indépendance, il faut dire que la production nationale a chuté de plus de 50%. Donc après 1804. Après 1804. D'accord. Et j'ai les chiffres, d'ailleurs je veux partager avec vous n'importe quand le livre d'histoire que j'ai écrit, qui d'ailleurs n'a pas encore été publié, et j'ai tous les données que je vous signale là maintenant. Je sais que vous êtes un grand chercheur, très têtu, très assidu, et j'attends avec impatience la publication de votre histoire d'Haïti. Maintenant, en face d'une situation où la production a tant chuté, il faut vraiment célébrer le fait que les leaders que nous avions eus, Pétion, Boyer, ont voulu négocier
une indemnité au lieu d'être soumis aux sanctions qui tuaient l'économie. Oui, parce qu'il faut dire que Haïti ayant tracé, entre guillemets, un mauvais exemple pour les voisins, l'Angleterre voyait de très mauvais œil la révolution haïtienne à cause de la Jamaïque et de la Barbade. Quant aux États-Unis d'Amérique, c'était toute l'économie du Sud qui reposait sur l'esclavage et Haïti a été ostracisé complètement. La révolution haïtienne, donc en réponse à la révolution haïtienne, il y a eu, nous voyons, c'était l'époque des grandes alliances, et ça aurait été très facile pour la France dans le cadre de la balance des pouvoirs au niveau diplomatique en Europe, et de trouver des alliés pour revenir avec des flottes, détruire la jeune République. Ce que la jeune République craignait le plus, d'ailleurs. Maintenant, et il ne faut pas oublier que la majeure partie de nos armes, on les achetait de l'Angleterre et des États-Unis. Et si jamais il y a eu alliance entre la France et ses amis contre Haïti, on aurait eu des difficultés à avoir des armes, même si on avait des forts au niveau des montagnes, au sommet des montagnes. Maintenant, et aussi les gens vous disent que Dessalines avait dit « Allez, on va incendier les villes, on prend le chemin des mornes ». Bon, très bien. À la Jamaïque, ils ont fait ça. Et bien, ils sont restés cantonnés dans les mornes, alors que les Anglais ont pris toutes les villes et toutes les côtes. Donc, il faut vraiment, les gens doivent vraiment prendre soin de ce qu'ils disent et vraiment avoir des références historiques pour avoir des analogies et pour avoir des conclusions plus ou moins sereines et pragmatiques. Maintenant, au niveau économique, nous avons dit tantôt que l'exportation s'élevait dans les 230 à 240 milliards. Les 150 millions de francs d'or qui ont été requis. Il faut dire premièrement que c'était une dette qui allait être payée sur 5 ans. Ce qui fait c'est 30 millions par année. Le 30 millions par année représente à peu près 10% de la valeur des exportations. Reprenons ce point de manière très claire. Les 150 millions de francs or, d'après l'accord, devaient être payés sur 5 ans, ce qui fait 30 millions par année. Et vous nous dites que ces 30 millions représentent à peu près 10% de la valeur des exportations que Haïti produisait à l'époque. Avant la Révolution. Avant la Révolution. D'accord. Donc, vous comprenez, donc, lorsque le calcul a été fait pour imposer l'indemnité, le calcul n'a pas été fait de façon... parce que les Haïtiens sont des Noirs et les Français sont des Blancs. Mais ils ont pris en considération quelles sont les pertes. Mais si vous prenez à l'époque, il y avait 400 000 Africains, 500 000 Africains, ce qui fait $250, $280 par tête d'Africains. Au niveau des plantations, il y avait au total 7 000 plantations, ça vous fait à peu près 11 000 à 12 000 $ par plantation. C'est de quoi on parle. Donc, vraiment maintenant dire que l'indemnité a causé le sous-développement d'Haïti 2 siècles plus tard, 2 siècles et demi plus tard, ça ne m'attire pas comme argumentaire. Et le deuxième point que je veux signaler, l'équivalent en or de l'indemnité, 150 millions. Ça vous donne à peu près 88 millions de dollars. À l'époque, il faut dire que l'or se vendait à $19,75 l'once. OK? Donc, le montant converti en or, ça va vous faire à peu près 150 à 160 tonnes. 150 à 160 tonnes d'or. C'est ce que c'est l'équivalent. Donc, si vous voulez réclamer que l'indemnité... Au prix de l'or à l'époque. Et d'ailleurs, le prix de l'or est resté à $19,75 jusqu'en 1910. OK? Donc, lorsqu'on parle de l'indemnité, si on le prend en fonction de l'or... c'est-à-dire le montant total que nous réclamons vraiment de la France, c'est 150 à 160 tonnes d'or. La Banque française, la Banque de France, dispose aujourd'hui de 2350 à 2375 tonnes d'or. Aujourd'hui. Donc, on parle de 5% des réserves de la France en matière d'or. Donc, me dire que les gens en général vous disent que la valeur de l'indemnité aujourd'hui serait à 25 milliards, des chiffres faramineux. Mais
C'est parce que les gens prennent ce qu'on appelle le future value of money. Et le future value of money, lorsque vous le prenez, le montant final dépend du taux d'escompte que vous allez vous en servir. Et plus il n'y a pas, c'est pas écrit c'est pas écrit sur du marbre quel taux d'escompte qu'il faut utiliser. Parce qu'à l'époque d'ailleurs, le taux d'escompte le plus répandu était 6%. Les obligations qui étaient émises à 6%. Par exemple, la première tranche de la dette de l'indépendance qui a été offerte sur le marché international par la FIT, les taux d'intérêt sur ce montant-là, c'était de 6%. Donc, vous comprenez, donc, il faut vraiment faire la part des choses. Et en général, ce que je constate, c'est que les gens, plutôt de faire des regards introspectifs et de façon vraiment pragmatique, ils préfèrent blâmer quelqu'un d'autre pour les failles que nous avons comme peuple. Hein? Et si vous prenez en considération les failles que nous avons comme peuple et responsabiliser les gens qui doivent être responsabilisés, donc l'argumentaire change. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Quels sont les faits? De façon pragmatique, quels sont les calculs qui peuvent être portés et quelles responsabilités, comment répartir les responsabilités. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas responsable d'une part, quelque part, ou l'Europe n'est pas responsable, parce qu'en fait, il y a un jugement moral. Donc, et moi, je ne suis pas dans la moralité des choses. Mais lorsque nous sommes dans la finance des choses, l'argumentaire devient un autre argumentaire. Oui, il faut savoir éviter, donc, comme vous l'avez signalé, d'avoir une approche à la fois moralisante et sentimentale des choses, et sans tenir compte de la réalité des chiffres. Maintenant, il y a quelque chose de très dangereux. Lorsque toutes les fois que vous faites dans la moralité et la sentimentalité, vous rentrez dans la question de l'émotion. Hein? C'est ça. Maintenant, et l'émotion, et l'argumentaire, souvent, et à travers l'histoire d'Haïti, à travers les écrits même aujourd'hui, ils vous disent que les Blancs contre les Noirs. Hein? Donc, maintenant, écoutez, il y a 250 ans. Ouais. Il est temps que cet argumentaire que soit fait différemment. Disons que c'est souhaitable, évidemment. Malheureusement, dans les faits quotidiens, que ce soit ici en Haïti ou aux États-Unis, cet affrontement existe encore. On ne peut pas le nier non plus. Non, ne le nie pas, mais il fait que les têtes pensantes peuvent ne pas réfléchir comme les têtes qui ne pensent pas. Bon. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une intelligentsia. La notion d'avoir une intelligentsia, c'est de vraiment débroussailler les données, de débroussailler les chiffres, de débroussailler les conditions économiques, de façon à ce que lumière soit faite. Hein? J'ai un ami qui dit souvent, si vous avez un bougie et que quelqu'un d'autre vient allumer sa bougie, à votre bougie, il y a moins d'obscurité, il y a beaucoup plus de lumière pour tout le monde. Et ça ne gêne en rien votre propre bougie. Non, absolument pas. Voilà. Donc le point, c'est de faire jaillir la lumière. C'est pourquoi on a une intelligentsia. Oui. Bon. Malheureusement, le New York Times est encore victime de ce même argumentaire. Hein, si vous lisez l'article avec soin, vous allez découvrir qu'à l'intérieur de l'article, il y a tous les propos racistes que nous avons dans toute la littérature haïtienne, que ce soit la littérature économique, la littérature historique, la littérature proprement dite, la poésie haïtienne. Vous allez trouver tout ça. Oui, parce qu'en effet, dans cet article, ils font la comparaison entre ce qui s'est passé en Haïti et ce qui s'est passé au Costa Rica. En faisant remarquer que le Costa Rica n'a pas eu à payer, ils en ont profité pour mettre sur place leurs infrastructures, des écoles, des hôpitaux, de l'électricité, etc. Alors que ce serait à cause du remboursement de cette dette qu'en Haïti, on n'a pas pu en faire autant, etc. Et disons également, pour être tout à fait honnête, que cet article met aussi en cause la responsabilité de certaines élites haïtiennes qui ont pillé autant, si ce n'est plus, que le crédit industriel et commercial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de corruption à Costa Rica.
Et ça ne veut pas dire non plus, voilà, oui. Hein? Donc, c'est vraiment quel niveau de corruption et aussi, quelle est la taille de l'économie que vous voulez piller. Lorsque vous avez une petite économie et que vous pillez 80% de l'économie, vous pillez tout. Et lorsque vous avez une économie, parce qu'il ne faut pas oublier une chose très importante, pendant longtemps, l'élite financière haïtienne, l'élite comprador, ce qu'on appelle dans la littérature l'élite comprador, était vraiment composée des gens d'origine allemande et d'origine syrienne, d'origine française. Mais la bourgeoisie foncière en Haïti, c'était les descendants des Africains, les Grandons qui ont fait la révolution et qui pendant longtemps avaient leurs propres armées. Ils avaient les piquets, ils avaient eu Akawa dans le sud. Bon, il faut vraiment pas sous-estimer qu'il y a eu des périodes de troubles dans le pays, mais les périodes de troubles dans le pays, à chaque fois, vous allez trouver un Grandon et son armée. J'ai l'impression que nous ne sommes pas en train de nous faire beaucoup d'amis avec cette émission. Non, mais les gens doivent vraiment comprendre toute la portée de ce qu'ils disent, parce qu'en fait, la portée influence les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et si vous passez toute votre vie à blâmer quelqu'un d'autre pour vos responsabilités, pour vos échecs, mais pourquoi vous devez faire des efforts? C'est que toujours quelqu'un d'autre qui est responsable. Oui, et l'argumentaire aujourd'hui, 2 siècles plus tard, plus 2 siècles et demi plus tard, c'est toujours le même. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je ne sais pas par quel chemin passer, mais j'aimerais bien suggérer aux auteurs, puisqu'ils sont plusieurs, de cet article du New York Times, de faire une recherche aussi approfondie sur 2 grands thèmes récents, très récents, de l'histoire d'Haïti, à savoir Côte comme Petro-Caribéen. Question qui est posée depuis des années et des années sans réponse. Et également, peut-être, on peut l'aborder sous un angle un petit peu plus polémique, essayer de voir le rôle exact que l'ex-président Bill Clinton a joué en Haïti après le tremblement de terre de 2010 et le peu de fonds qui est arrivé, mais ce peu de fonds, c'était pas syncope quand même. Qu'est-ce qui en a été fait? S'ils veulent vraiment réfléchir et faire des investigations, il y a matière à travailler avec Haïti. Et peut-être aussi trouver des Haïtiens qui ne souscrivent pas à cette ancienne école. Il y en a qui l'ont fait, et d'ailleurs je recommande fortement à tous ceux qui ne l'ont pas fait de voir... d'essayer de voir, en tous les cas, le merveilleux film que Raoul Peck a fait sur la question de post-séisme. J'oublie le titre maintenant, c'est Mortal... Je m'en souviens plus. Je m'en souviens pas. C'est un film qu'il faut absolument essayer de voir. Raoul Peck est un grand cinéaste haïtien. Alors, je dois vous dire, pour retourner à notre point, que lorsque j'étais jeune, on faisait partie d'une équipe de 25 universitaires, des meilleures universités dans le monde. Et nous sommes adonnés à faire des recherches dans les bibliothèques des pays qui ont participé dans l'esclavage. Donc, mais le livre d'histoire d'Haïti que j'ai écrit, c'est basé sur ces recherches. Donc, c'est pas, je me suis pas assis en dessous d'un arbre à attendre de l'inspiration. C'est vraiment c'est le fruit de recherches assidues et qui dure depuis combien? 40 ans? 40 ans et de 25 personnes, c'est pas d'une seule personne. Ouais, magnifique. Bon, bien, William, on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui en espérant avoir allumé plusieurs bougies. Absolument. Et la prochaine fois, on pourrait peut-être parler de la période de 1900, avant l'occupation américaine. Très bien. Pour compléter ce discours. OK. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Sujet difficile, délicat, non encore complètement résolu. Cet article du New York Times a agi un peu comme une bombe.
Mais je crois que c'est l'occasion d'une réflexion plus approfondie, avec peut-être une approche légèrement différente, strictement scientifique de la question, en évitant le côté sentimental et émotionnel de la question. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.